Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande. Je donne maintenant la parole à son Excellence Djeouz Aziz Oghlu Bayramov, ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, je félicite Son Excellence Monsieur Philemon Yang de son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Et je remercie le président sortant, Son Excellence Monsieur Denis Francis, des efforts remarquables qu'il a déployés lors de la session précédente. Je remercie également Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, des efforts continus qu'il déploie pour atteindre les objectifs nobles de l'ONU. Mesdames et Messieurs, le monde continue de faire face à un éventail de défis. Aucun pays ne peut seul y faire face. La crise climatique se détériore, les inégalités se creusent, il y a de plus en plus de fractures et il y a une recrudescence des tensions. Nous sommes tous touchés, indépendamment de notre origine ou de notre lieu de vie. Le moment est venu de démontrer que le multilatéralisme peut fonctionner. Nous devons nous exprimer d'une seule voix en ne laissant personne de côté. L'état actuel de la géopolitique est caractérisé par la division. Les normes, les principes du droit international sont foulés aux pieds ou mal interprétés. Face à l'érosion continue du multilatéralisme, il est capital que les Nations Unies continuent de promouvoir la solidarité et la coopération internationale. Les principes et les buts de la Charte de l'ONU constituent le cadre normatif fondateur des relations internationales. Cette charte doit être appliquée de façon cohérente et non pas sélective. L'ONU a le mandat pour veiller à ce que toutes les nations aient voix au chapitre et soient traitées sur un pied d'égalité. À cet égard, l'Azerbaïdjan plaide en faveur d'un système multilatéral réformé, revigoré, avec en son cœur les Nations Unies. Tout cela doit être sous-tendu par le respect non sélectif des normes universellement acceptées et des principes du droit international. Nous devons progresser pour ce qui est de la réforme du Conseil de sécurité sur la base du travail mené à bien et des progrès accomplis de bonne foi dans un esprit de souplesse, de coopération et de travail constructif. Selon nous, le sommet de l'avenir qui a eu lieu il y a une semaine nous a permis de renouveler notre engagement en faveur du droit international, de la charte de l'ONU, du multilatéralisme et de la coopération internationale. Le pacte de l'avenir, document final de ce sommet, est une boussole pour bâtir un monde plus durable, prospère pour tout le monde. Le moment est venu de joindre le geste à la parole. Mesdames et messieurs, la crise climatique mondiale menace d'anéantir des décennies de progrès. Cette crise met en péril l'avenir de l'humanité et a un impact disproportionné sur les pays les plus vulnérables. Il y a de plus en plus de divisions dans les relations internationales, mais cela ne doit pas détourner notre attention du changement climatique, le plus grand défi du siècle. Ce qui a été fait jusqu'à présent est insuffisant pour limiter la hausse des températures au-delà de 1,5 degré. Dans l'intérêt de tous, nous devons agir de façon urgente et durable pour mettre en œuvre notre engagement en faveur du développement durable. En novembre 2024, l'Azerbaïdjan va accueillir la 29e conférence des parties de la conférence cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous sommes guidés par notre appel travailler en solidarité pour un monde plus vert. L'Azerbaïdjan ne va ménager aucun effort pour poursuivre cet esprit de collaboration pour relever les défis climatiques. C'est une obligation morale et c'est un engagement partagé. La communauté internationale a décidé de nous faire confiance pour organiser la COP29 et cela illustre le fait que l'Azerbaïdjan est un pays qui est prêt à être à l'initiative sur le plan climatique et de contribuer à l'action climatique mondiale. L'Azerbaïdjan réitère son engagement à organiser la COP29 de façon transparente, impartiale, inclusive, et ce sont les États parties qui seront au cœur de cette COP. Nous avons présenté notre vision. Elle repose sur deux piliers parallèles pour renforcer l'ambition et permettre l'action. Le financement climatique est notre priorité cette année. Ces piliers se renforcent mutuellement. Il faut progresser dans le cadre de tous les piliers. Pour ce qui est des attentes, eh bien, l'attente, c'est de parvenir à un accord
sur les nouveaux objectifs quantifiés collectifs. Ce seront les premiers objectifs à être adoptés après les objectifs de l'accord de Paris. Nous avons travaillé sans relâche pour que les parties parviennent à un accord. La présidence azerbaïdjanaise l'a dit clairement. Il faut se mettre d'accord sur ces objectifs, des objectifs qui doivent être ambitieux à la hauteur du problème, en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement. C'est ainsi que nous pourrons mettre à l'épreuve les engagements pris par les États parties dans le cadre de l'accord de Paris. Nous devons continuer à travailler de façon constructive sur ces objectifs et nous devons garantir le succès de cette COP29. La présidence travaille également avec les parties pour se mettre d'accord sur les marchés du carbone cette année. De tels marchés seront une mesure importante pour mettre en œuvre les contributions déterminées au niveau national de façon efficace et ambitieuse. Par ailleurs, nous avons présenté 14 initiatives qui concernent les liens entre l'action climatique et les ODD, les zones énergétiques vertes et les couloirs verts, le stockage d'énergie, l'harmonie pour la résilience climatique, l'agriculture, l'hydrogène propre, la réduction des émissions de méthane, entre autres. Parmi les initiatives dans le cadre de l'agenda pour l'action de la COP29, il y a la création d'un fonds pour l'action climatique qui doit être soutenu par les pays qui produisent des combustibles fossiles et par les entreprises qui en produisent également. La COP29 nous permettra également de laisser les différends de côté et de contribuer à la paix et à l'agenda climatique. Étant donné qu'il y a des liens entre les conflits et la crise climatique, l'Azerbaïdjan a décidé de lancer l'initiative Trêve de la COP29 avec un appel solennel conjoint annoncé il y a quelques jours. Plus de 1000 ONG, dirigeants confessionnels, personnalités éminentes ont signé et se sont ralliés à cet appel. Nous devons faire preuve d'unité, nous devons respecter la trêve lors du mois de la COP29. Excellence, l'Azerbaïdjan a toujours été au premier plan de la promotion de la paix et de la sécurité internationale, du dialogue interreligieux, interculturel. Nous avons contribué au programme à l'horizon 2030 et nous avons promu la solidarité mondiale et le multilatéralisme. Nous avons présidé le MNA en 2019-2023. Le MNA a renforcé son rôle et a contribué à l'esprit collaboratif des relations internationales. Grâce à la vision du président de la République de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, des mesures ont été prises pour renforcer la solidarité internationale et pour mobiliser la communauté internationale à une ère caractérisée par les régions du multilatéralisme. Nous ne souhaitons laisser personne pour compte. Nous continuons de soutenir les pays en développement qui en ont besoin. Depuis 2020, nous avons apporté une aide humanitaire, économique et technique d'une valeur de 330 millions de dollars des États-Unis à plus de 140 pays. Mesdames et messieurs, nous avons franchi il nous reste 6 ans avant 2030 et nous assistons à une stagnation dans la mise en œuvre des ODD. Nous devons urgemment accélérer les progrès. Nous ne sommes en bonne voie que pour 17% des ODD à l'échelle nationale. Nous prenons des mesures pour la mise en œuvre des ODD et nous montrons l'exemple pour que les autres nous emboîtent le pas. Nous avons donné la priorité à 17 objectifs, 88 cibles, 119 indicateurs. Grâce à un processus inclusif, collaboratif impliquant la société civile, les entreprises, les jeunes et d'autres. Notre PIB a été multiplié par 4 en moins de 20 ans. La pauvreté est passée de 49% à 5%. La dette publique externe devrait s'élever à 7% du PIB en 2024. L'un des taux les plus faibles au monde. L'environnement propre, la croissance verte, voilà quelques-unes des 5 priorités de notre nouvelle stratégie. Par ailleurs, nous souhaitons réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous travaillons sur notre contribution déterminée au niveau national qui vise à respecter la limite des 1,5 degrés. Il y a quelques mois, nous nous sommes ralliés à l'engagement mondial en faveur de la réduction des émissions de méthane. Nous souhaitons également atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 dans la région du Karabakh et du Zangezur oriental. Nous allons continuer à jouer un rôle essentiel pour la sécurité énergétique.
pour contribuer au développement durable, éradiquer la pauvreté, aider des millions de personnes à opérer cette transition énergétique. Pour ce qui est des énergies renouvelables, elles vont atteindre 30% de notre bouquet à l'horizon 2030. L'objectif, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique et de mettre en œuvre des solutions innovantes dans un environnement urbain, dans les systèmes de transport et dans l'industrie. Pour ce qui est de l'augmentation de la production d'électricité, cela va nous permettre d'exporter de l'électricité verte aux pays européens grâce à un projet de câble sous-marin dans la mer Noire. Monsieur le Président, sur fond de défis multiples, il est essentiel de faire preuve d'unité et de solidarité, de nouer un dialogue et de parvenir à une compréhension commune. Nous avons une longue tradition de diversité et de multiculturalisme. Nous croyons dans le dialogue et la collaboration, la compréhension commune, le respect des différentes cultures et des religions. Nous mettons l'accent sur la culture de la paix et nous encourageons le dialogue interreligieux et interculturel, notamment grâce au processus de Bakou et l'initiative Peace for Culture. Excellences, Mesdames et Messieurs, la fin du conflit armé avec l'Arménie et la restauration de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan ont créé un nouvel environnement dans le sud du Caucase. Pour la première fois depuis des décennies, nous sommes parvenus à la stabilité. Nous avons établi une paix de facto. En mettant un terme à cette occupation militaire, nous avons créé ces conditions pour que les deux parties puissent tourner la page de l'hostilité et nouer de bonnes relations de voisinage. Tout cela a été lancé par l'Azerbaïdjan à la suite de sa victoire dans la guerre patriotique de 44 jours. Nous avons fait cette offre alors même que les peines n'avaient pas encore été pensées. Il y a en effet des dizaines de villes, des centaines de villages qui ont été rasés, des aspects de notre patrimoine, de notre histoire, des monuments ont été profanés et détruits. Les ressources naturelles ont été pillées de façon barbare. Nous avons fait preuve de sagesse. Nous avons proposé à l'Arménie la paix sur un pied d'égalité conformément aux normes et aux principes du droit international, sur la base de la reconnaissance mutuelle et sur la base du respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de nos deux pays. Au cours de cette année écoulée, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont progressé dans la normalisation grâce à des négociations bilatérales, notamment pour ce qui est de rédiger un accord bilatéral et de délimiter les frontières étatiques et d'élaborer des mesures de renforcement de la confiance. Nous allons continuer sur cette voie. Nous allons agir avec un sens de responsabilité pour la sécurité nationale et pour construire un avenir meilleur pour toute la région. Notre engagement, notre détermination reste intacte. Nous souhaitons finaliser ce processus. Pour que ce processus de normalisation soit finalisé, l'Arménie n'a toujours pas abandonné ses revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan en mettant en œuvre des amendements constitutionnels. L'Arménie fait preuve de négligence pour ce qui est de ses amendements constitutionnels. L'Arménie a augmenté son budget militaire, a acquis beaucoup d'armes pour l'offensive auprès de fournisseurs traditionnels ou nouveaux. Et cela porte préjudice au processus de normalisation. Il n'est pas possible d'établir la paix et des bonnes relations de voisinage sans reconnaître l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan. Tout dépend de l'évolution de la situation juridique et politique. Une paix partiale n'est pas acceptable. Après tant de souffrances en raison de cet irrédentisme et de ces revendications territoriales contre nos voisins, en ce moment critique, nous appelons de nos voeux des mesures pour finaliser le processus de normalisation et pour que les pays assument leurs responsabilités. Outre la responsabilité de l'Arménie vis-à-vis de ses obligations internationales et vis-à-vis des engagements pris précédemment, la communauté internationale doit également encourager toutes les parties à créer une paix irréversible, véritable et durable. Cette paix aura beaucoup plus d'avantages que toute manipulation
d'une part ou d'une autre, que toute division. Il y a des pratiques qui ont abouti à la dévastation, et il faut cesser de répéter ces pratiques dans le Caucase du Sud, en alimentant l'esprit revanchard. Mesdames et messieurs, garantir la justice à la suite de crimes de guerre était essentiel pour panser les plaies des conflits passés. Il faut garantir le respect des droits et des intérêts des victimes. Et c'est essentiel pour une véritable normalisation post-conflit et pour la réconciliation. À cet égard, il est essentiel de faire toute la lumière sur le sort de quelques 4000 Azerbaïdjanais qui ont été portés disparus lors du conflit. Il est essentiel de régler cette question pour la redevabilité pour les droits des victimes et de leurs familles, mais également pour la réconciliation et la normalisation post-conflit. Près de 300 000 Azerbaïdjanais ont été chassés de l'Arménie. Ils sont encore privés d'accès à leur terre ancestrale, une grave violation du droit international. En dépit d'appels lancés par la communauté azerbaïdjanaise occidentale pour lancer un dialogue et garantir le retour au territoire natal, le gouvernement arménien le refuse ainsi de respecter leurs droits en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale sur les droits civils et politiques, entre autres. Excellences, mesdames et messieurs, outre ce processus de normalisation, l'Azerbaïdjan a en interne entamé un processus de reconstruction et de réhabilitation post-conflit. L'objectif, c'est de garantir le droit de centaines de milliers d'Azerbaïdjanis à jouir de leurs droits à rentrer chez eux dans la dignité et la sécurité. Grâce aux efforts sans relâche du gouvernement, la vie revient à la normalité dans ces territoires. Hélas, le territoire de l'Azerbaïdjan a été contaminé par beaucoup de mines terrestres et d'autres engins explosifs, ce qui est un véritable entrave à la reconstruction et à la réhabilitation depuis la fin du conflit en 2020. 377 personnes, parmi eux des civils, ont été victimes de ces mines antipersonnelles. Voilà pourquoi nous avons créé un objectif national, l'ODD 18, qui porte sur le déminage. Étant donné l'ampleur du problème, il est urgent de renforcer le soutien international pour renforcer les capacités de déminage de mon pays. Je saisis cette occasion afin de remercier tous les pays et toutes les parties prenantes qui ont contribué généreusement au déminage humanitaire en Azerbaïdjan. Nous avons besoin de plus de soutien international et de plus de solidarité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en guise de conclusion, je souhaiterais réitérer l'engagement de mon pays à contribuer à la paix et à la sécurité internationale, à promouvoir le respect du droit international. Nous sommes favorables à tous les efforts déployés pour surmonter les défis, pour bâtir un avenir meilleur pour les générations présentes et futures. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Je donne maintenant la parole à son Excellence,